Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous d'être venus, nombreux manifestement à cet atelier qui colle parfaitement probablement à vos préoccupations qui sont votre installation prochaine pour chacun d'entre vous. Alors je me présente, Guylaine Kiefer, je suis une élue des Unions, médecin généraliste, et donc j'ai l'honneur d'animer cet atelier. Et surtout le plaisir d'animer cet atelier où il y a beaucoup de jeunesse et beaucoup d'avenir manifestement. Alors, nous avons un déroulé très timé et avec 5 intervenants que je présenterai peut-être. Je vais vous présenter en premier Madame Lacroix, qui est donc responsable des relations avec les professionnels de santé à la CPAM. Madame Katia Moss, référente installation ARS et chargée de mission pour l'organisation des soins de ville. Frédéric Trinizewski, qui est secrétaire général des Unions des médecins libéraux. Vincent Imbert, qui est tout jeune installé, donc très intéressé par cet atelier, de par sa propre expérience, et qui représente les jeunes conseillers ordinales. Et Lionel Baran, qui est un des vôtres, puisqu'il est président du syndicat des internes de spécialité. Voilà, donc je vais tout de suite donner la parole à Frédéric Trinizewski. On va dérouler ce PowerPoint en respectant les horaires. Voilà, Frédéric, tu fais l'identification des modes d'exercice. Alors, je vais être très court parce qu'on vous en a beaucoup parlé déjà hier. Donc, le titre de l'atelier, c'est choisir son mode et son lieu d'exercice. Alors, le mode d'exercice, c'est quoi? Il n'y en a pas des tonnes. L'exercice individuel, on vous l'a présenté, tout seul dans son cabinet, mais ça ne veut pas dire travailler tout seul, ça veut dire travailler avec les autres, mais d'une autre manière, pas dans le même lieu, pas forcément d'une manière directe en association. L'association monodisciplinaire, mais là, c'est des confrères de la même spécialité que vous, de la même discipline que vous. Là, on rentre dans la notion de mariage, ou du moins de vie en commun. On est dans le même cabinet, on partage des choses, on partage un exercice, il faut s'entendre. C'est une autre forme, un autre mode d'installation. Et après, les deux modes que je vous présente derrière, on vous en a parlé hier, les pôles de santé et les maisons de santé pluriprofessionnelles, pluridisciplinaires, qui sont similaires. Un projet de santé commun à l'ensemble des professionnels de santé, pas uniquement médecins. Dans le premier cas, les pôles, pas d'unité géographique obligatoire, mais un projet de santé commun et un travail en direct commun sur ce projet de santé entre différents types de professionnels de santé, et la maison de santé pluriprofessionnelle dans laquelle il y a cette unité de lieu, tout le monde est dans le même bâtiment. Alors, on ne fera pas de débat, ce n'est pas le sujet, c'est vous présenter ces modes et vous dire que vous avez un panel de choix et qu'il faudra bien choisir et l'expérimenter. On en a parlé dans le remplacement tout à l'heure. Et j'en ai terminé. Merci Frédéric. Alors, je vais faire la transition. Je ne sais pas si c'est... D'accord. La transition donc avec Madame Moss. Effectivement, avant toute chose et avant de s'installer, il faut peut-être savoir où sont les besoins. Et c'est ce qu'elle va se charger de vous expliquer, parce que je pense que ça passe par là. Avant, effectivement, d'aller s'installer, c'est de savoir si on a besoin de médecins là où vous avez éventuellement choisi d'aller. Voilà, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, en fait, moi, mon objectif, c'était de vous aider à identifier potentiellement vos futurs choix d'installation, vos futurs lieux d'installation. Et donc, il faut savoir qu'une des missions de l'ARS, c'est d'identifier les zones où il y a des difficultés d'accès aux soins. Même si hier, on a eu pas mal de données démographiques qui ont été présentées, on a vu qu'en Alsace, on a la chance de ne pas encore être dans une situation trop défavorable par rapport à d'autres régions, notamment les régions voisines. Mais on sait, en fait, c'est un enjeu important pour nous d'anticiper des situations dont on sait qu'elles vont se déliter localement, notamment du fait de l'effet conjugué du vieillissement de la population à horizon 2020, également des départs en retraite qui sont prévus à cet horizon-là. Donc, je voulais commencer par m'intéresser à 4 spécialistes du premier cours. Donc, sur la diapo, ouais,
Donc c'est la carte qui s'affiche. Les 4 spécialistes, c'est donc la gynécologie, l'ophtalmologie, les pédiatres et les psychiatres. Donc ils sont représentés en termes de densité par des bonhommes. Donc plus le bonhomme est gros, plus la densité est importante. En gris, c'est les gynécologues. En vert, c'est les ophtalmos. En bleu, c'est les pédiatres. En orange, rouge, je sais pas, c'est les psychiatres. Donc en fait on peut faire 3 constats avec cette carte. C'est qu'on voit d'abord qu'il y a une concentration importante dans les zones urbaines ou périurbaines. On voit bien qu'il y a cet axe-là, Haguenau, Strasbourg, Sélestat à moindre mesure, Colmar et Mulhouse. Donc ça c'est le premier constat qu'on peut faire. Deuxième constat en termes d'âge, on voit que pour ces professionnels de santé, la proportion de 55 ans et plus est toujours supérieure à 55%. C'est d'autant plus marqué pour les psychiatres, c'est carrément 65% qui ont 55 et plus. Donc là, on peut prévoir qu'effectivement, il y aura des problèmes dans l'avenir, dans un avenir proche. Et du coup, dernier constat, c'est le fait qu'au sein même de la région, il y a des disparités, une inégalité au niveau de la répartition de ces professionnels, puisqu'il y a un axe nord-sud qui se dessine avec plus de professionnels installés au niveau du nord de la région, plus particulièrement Strasbourg. On voit bien, par exemple, pour les psychiatres, c'est 90%. Plus de 90% qui sont installés à Strasbourg. Et ça se fait évidemment au détriment du Haut-Rhin et plus particulièrement au détriment du sud du Haut-Rhin, le territoire qu'on appelle le territoire 4, le T4. C'est donc globalement la zone que je pointe là qui englobe Mulhouse et tout ce qui est en dessous de Mulhouse. Voilà pour ces constats. Et d'ailleurs, il y a une étude récente qui a été menée par l'Observatoire régional de santé d'Alsace concernant les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous chez les gynécos et les ophtalmos. Et cette étude pointe également que le territoire 4, le sud du Haut-Rhin, cumule les difficultés pour ces 2 professionnels. Donc, sur la diapositive suivante, je vous affiche une carte que vous avez dû voir maintes fois maintenant, parce que je vous l'ai présentée, dès que j'en ai l'occasion, je la présente à la fac. Puis hier, elle a été présentée également. C'est la carte du zonage pour les médecins, plus spécifiquement médecins généralistes. C'est une carte qui date un petit peu maintenant, puisqu'elle a été arrêtée en 2012. C'est des données qui datent de 2010. Et donc, ce dont on a tenu compte en fait, pour faire cette carte, c'est des données de densité, des données d'âge, également d'âge de la population. Et donc, ça nous a permis d'identifier 2 types de zones, des zones qui sont indiquées en rouge, donc la Petite-Pierre, Salles, Saint-Amarin, Masevaux, Danemarie. Ça, ce sont des zones qui sont liées à des dispositions conventionnelles. Et donc, c'est Madame Lacroix qui présentera tout à l'heure de quoi il s'agit. Et puis, il y a un autre type de zones, ce sont les zones qui sont indiquées en vert, qu'on appelle des zones fragiles, pour lesquelles la situation n'est peut-être pas immédiatement très difficile, mais en tout cas, pour lesquelles il faut anticiper dans les années à venir des difficultés. Et donc là, vous pouvez voir également ces zones. Alors, il faut savoir qu'en ARS, on ne fait pas ce travail de décider de ce zonage tout seul, puisque ça nous est souvent reproché. En ARS, vous êtes loin du terrain. En fait, on confronte ces données. Quand on fait une méthodologie, on confronte ces données, évidemment, avec nos partenaires, donc l'URMLA, les ordres, qui nous disent est-ce que c'est un juste retour en fait, du terrain? Est-ce que ça correspond à la situation sur le terrain? Voilà. Donc, sinon, dès que j'en ai l'occasion, effectivement, je vous affiche cette carte auprès des étudiants, des internes. C'est vrai que j'ai jamais un enthousiasme profond quand j'affiche la carte. Je comprends pour Salles, à la limite, parce que Salles, c'est un petit peu enclavé. Mais je dirais, Ensisheim, pour le coup, là, je me pose plus de questions, parce que là, c'est plutôt facilement accessible, c'est bien situé entre Colmar et Mulhouse, c'est pas un désert territorial, hein. Je pense qu'il y a des crèches, il y a des structures d'accueil de la petite enfance, il y a peut-être aussi moyen pour que le conjoint puisse trouver du travail, enfin voilà, donc ok pour Salles, à la limite Lauterbourg, oui dans TAC, j'y suis allée en voiture, c'est vrai que depuis Strasbourg c'est un peu loin, mais Ensisheim, pourquoi pas, voilà, donc il faut réfléchir. En sachant aussi, dernière info par rapport à cette carte, c'est que le zonage est en cours de révision, donc on va ajouter des zones, notamment Benfeld, Waslon, ce qui, somme toute, est peut-être pas si loin que ça de Strasbourg. Et puis aussi, on va ajouter tout le T4 pour les spécialités que j'ai citées tout à l'heure, donc hors MG. Donc je sais que déjà, je pense que ça va, peut-être, les gens vont être un petit peu plus enthousiastes. T4, territoire 4, territoire 4 pour les étudiants, ça leur parle pas, c'est peut-être ça, pas forcément. Mulhouse, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est le sud du Haut-Rhin en fait, c'est là qu'il y a le plus de difficultés. Voilà.
une étude réalisée par l'Orsal également. Voilà, donc c'est pas tout que de dire qu'il y a des difficultés, d'identifier des zones. C'est beaucoup plus compliqué de vous convaincre d'aller vous installer dans ces zones. C'est pour ça qu'on a demandé à l'Orsal de faire une étude pour nous aider à identifier quels sont les leviers incitatifs à l'installation et aussi pour nous aider à connaître quelles sont vos attentes professionnelles pour le futur. Donc, en fait, cette étude, elle a été menée, c'est une première vague d'études qui a été menée fin 2013 auprès des internes de médecine générale. Et je vais vous présenter très rapidement les résultats. Donc très rapidement, Madame Mauss, il nous reste 2 rapidement minutes. parce que j'ai déjà pris mon temps de parole. Désolée. Non, pas de souci. Cette première vague, elle a été menée auprès des internes de médecine générale. C'était à peu près 150 personnes. Il y a 67% qui ont accepté de répondre. Ça fait à peu près 100 personnes. Profil des répondants, ils avaient un âge moyen de 27 ans. C'est 72% de femmes, ce qui est assez représentatif, je pense, de la part de femmes qui font des études médicales actuellement. La majorité d'entre eux a choisi la médecine générale par choix. Donc ça, c'est plutôt rassurant, mais on laisse quand même 15% dont on peut se poser la question si c'était plutôt par défaut qu'ils ont fait ce choix. Les 2/3 ont réalisé au moins 2 stages en médecine générale, plutôt dans le cours de leur internat d'ailleurs. Et 61% ont réalisé un stage dans un cabinet de groupe, 50% dans un cabinet type d'exercice individuel seul et 15% en MSP, ce qui s'explique puisque actuellement il n'y a que 6 maisons de santé qui fonctionnent en Alsace, donc forcément moins de possibilités de terrain de stage. Oui. Je m'y perds un peu entre mes papiers et tout. En ce qui concerne les perspectives d'activité à la sortie de l'internat, la majorité ne souhaite pas une activité exclusive de la médecine générale. On voit que les 2/3 ont un DU en cours dans d'autres spécialités, la pédiatrie, la gynéco, la diabéto également. 7 internes sur 10 souhaitent exercer en priorité en Alsace, donc très bonne nouvelle pour nous. Après, on verra si dans les faits, ça se vérifie. Les 2/3 envisagent une activité libérale exclusive de préférence en cabinet de groupe. Moi, je tiens à dire, comme j'ai participé aussi hier à un atelier sur l'exercice individuel seul, je crois que l'exercice individuel seul n'est pas mort. Hein. Il y a encore des jeunes qui souhaitent ce mode d'exercice pour différentes raisons, notamment un choix pour avoir plus de liberté. Voilà, je pense que c'est très bien qu'il y ait tous les modes d'exercice qui soient représentés. Juste, je voulais terminer sur une chose qui m'a étonnée dans les résultats de cette étude, c'est plus de la moitié envisage de s'installer en zone rurale déficitaire. Et là, je dis bravo, super, on a de belles perspectives en vue. Ça se concrétise. Alors voilà, c'est ça. Évidemment, il y a différents freins qui sont évoqués. Hein. C'est la charge de travail, l'isolement, les gardes. Ça, c'est un problème récurrent. Hein, permanence des soins ambulatoires. Il y aura un atelier d'ailleurs consacré à ce sujet cet après-midi. Mais il y a quand même des facteurs de motivation, l'autonomie, la qualité de vie. Hein, fait bon vivre en zone rurale, pourquoi pas. Donc voilà. Après, le débat est ouvert, on verra ce qu'il adviendra, puisqu'il y a 2 vagues d'enquête qui sont encore prévues fin 2014 et fin 2015. Merci beaucoup, Madame Mauss. Vous avez tenu le temps, c'est super. Alors, c'est un atelier qu'on a souhaité pratico-pratique, et c'est finalement dans la deuxième partie qu'on vous proposera les outils, les dispositifs, les aides, mais en introduction, les aspirations. Et là, c'est Lionel Baran qui ne fait pas de présentation PowerPoint, mais qui va nous parler des aspirations des jeunes futurs médecins spécialistes. Merci. Donc on a déjà parlé de ça hier un petit peu, hein, sur l'aspiration des jeunes médecins. Donc je vais aller très très vite sur les retours qu'on peut avoir. Donc des freins déjà à l'installation, ça on l'avait vu hier, c'est notamment en gestion du cabinet pour lequel on n'est pas forcément tous au taquet. Les conditions de travail, on n'a pas tous envie, que ce soit médecine générale ou autre spécialité, s'installer, que ce soit un sacerdoce. Je ne sais pas si les anciens, c'était plus le cas, mais en tout cas, voilà, il faut essayer de trouver un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. C'est des choses qu'on voit ressortir dans les études. Les freins à l'installation, c'est évidemment tout ce qui est coercition, les risques de coercition, etc. Les risques sur l'indépendance professionnelle. On avait parlé aussi hier des risques avec les complémentaires santé, qu'elles puissent diriger un tout petit peu les patients chez qui il faut aller, etc. On avait parlé que ça, c'était peut-être des peurs, que l'image des médecins avait été bafouée récemment dans les médias. Et donc ça aussi, ça donne pas envie forcément d'y aller. Maintenant, choisir où s'installer, quand, comment, avec qui,
C'est compliqué, c'est sûr qu'il faut connaître, donc ouverture de stages ambulatoires chez les médecins généralistes encore plus, et l'ouverture chez les autres spécialités. Des aides, donc là on compte beaucoup sur vous, des aides, alors que ce soit dans la gestion administrative, que ce soit en termes de temps, en termes de technique, de local, en temps humain, en secrétariat, pas forcément un secrétariat qui soit dématérialisé, où on appelle, on attend, parfois c'est 10 minutes, quelqu'un est dans notre... Enfin bref, vous connaissez très bien tout ça. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Le fait de pouvoir exercer seul, sans être isolé, c'est-à-dire on peut être seul mais dans un pôle de santé, être seul avec une communication avec d'autres spécialités, de premier recours, de second recours, une communication avec l'hôpital. Souvent c'est quand même très séparé. C'est quand même aberrant qu'on ait un DXCare à Strasbourg et qu'on n'ait pas la possibilité de communiquer directement avec le médecin généraliste ou d'autres spécialités en ville. C'est quand même hallucinant, même au niveau informatique, on n'a pas les données. Pour ce qui est des lettres de séjour, de sortie, on ne les a pas non plus toujours à temps. Donc voilà, c'est ça qui est important, c'est on peut exercer seul mais avec d'autres personnes. Donc ça, il faut le développer. Ou on peut travailler ensemble, dans des maisons de santé, quelle que soit la forme, ça ils sauront mieux expliquer que moi, mais dans des maisons où il y a d'autres spécialités, d'autres professionnels de santé, pour avoir de la biologie de proximité, de la radio de proximité, tout à proximité, pour avoir la possibilité de faire de la médecine sans envoyer systématiquement tout le monde aux urgences, parce qu'on n'a pas les réponses dans les temps compatibles avec l'urgence. Donc là, on a vraiment un travail à faire. Et en termes de com, on n'est pas au courant des différentes aides. Il y en a à la CEPAM, il y en a à l'ARS, il y en a à SI, le guichet unique, il n'y en a pas dans le 68. Donc voilà. On va en parler. Donc là, il y a pas mal de choses sur lesquelles il faut faire de communication. On ne sait pas où est-ce qu'il y a de cabinets disponibles. Voilà, donc là, c'est à nous, on va dire, de faire ce lien-là pour qu'on puisse savoir où on va s'installer, comment, et qu'on ne se sente pas enraciné quand on est dans un coin, qu'on se dit, bon voilà, on peut aller dans une maison de santé pluriprofessionnelle et puis en sortir quelques années après pour exercer de manière individuelle. On ressort des études, vraiment, c'était 67% des internes qui voulaient un exercice mixte. Donc il faut aller vers tout ce qu'on peut faire pour se dire, voilà, même si j'ai choisi telle carrière libérale, même si j'ai un cabinet, je peux quand même avoir un exercice mixte. Je peux travailler quelques jours dans mon cabinet et passer un jour en zone sous-dotée, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir par exemple un cabinet où les lundis, voilà, il y a tel médecin, monsieur machin, docteur machin le mardi. Ça, c'est des choses qui sont possibles, envisageables, et ça, encore une fois, des enquêtes, ça n'a pas l'air de faire peur aux internes que de travailler un moment dans un cabinet, dans son cabinet, et puis de faire une journée dans une zone sous-dotée. Donc voilà, ça c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir réfléchir. Merci Lionel. Alors là, on va passer au pratico-pratique et on va commencer à parler outils d'aide pour vous par rapport donc justement à votre choix de lieu d'exercice. Donc, Madame Lacroix, je vous passe la parole. Alors, tout à fait. Ça s'adresse principalement, cet outil, aux personnes qui ne sauraient pas encore où s'installer. Donc, c'est en dehors des zones citées précédemment. Donc, c'est Cartosanté. Alors, Cartosanté, c'est un outil qui est accessible librement sur Internet. Vous avez l'adresse sur la diapo, qui permet d'avoir des données, des informations cantonales affinées à la commune sur l'offre et la consommation de soins. Alors, il s'agit de cartes interactives qui vous permettent de visualiser et de comparer rapidement les niveaux de consommation d'actes, surtout notamment en C et V, l'activité moyenne des médecins généralistes qui sont déjà installés dans cette commune ou dans cette zone où vous comptez peut-être vous installer, leur densité, leur attractivité et leur accessibilité. Donc ça, c'est des premières données accessibles à tous, à domicile, enfin, où il y a une connexion Internet. Ensuite, cette étude peut être affinée lors d'un rendez-vous auprès de la caisse primaire. Là, on pourra vous communiquer des données un peu plus précises, des données complémentaires sur la zone géographique. Par exemple, des données sur la population, sur l'âge, la densité, le sexe, la catégorie socio-professionnelle des gens qui habitent dans cette zone, la démographie médicale, paramédicale, l'offre de soins hospitalière et la consommation de soins dans la zone, notamment ce qui est lié ou non à l'ALD, etc. Toutes ces informations-là sont disponibles et à l'issue de l'entretien, on vous remet un document papier qui reprendra toutes les informations. On peut le faire sur plusieurs zones, bien entendu. C'est accessible à chaque personne qui le demande. Voilà, donc sachez que vous y avez tous accès. Tout à fait.
Alors, je passe la parole maintenant à Frédéric Trinizewski qui va nous parler d'un autre outil que j'appellerais donc outil prospectif, hein, qui vous permet également d'affiner encore une fois vos recherches et vos choix concernant la démographie médicale notamment. Alors oui, effectivement, cette fois-ci, moi je vais vous parler même de 2 outils disponibles auprès de l'URML Alsace, puisque l'URML Alsace, vous l'avez vu durant ces 2 jours, a beaucoup travaillé sur la démographie et a beaucoup travaillé aussi sur les données. Alors le premier outil, c'est la démographie. Alors l'outil dit démographie, en quoi peut-il vous aider à faire votre choix ? C'est un outil d'analyse démographique descriptif, mais également prospectif. Vous l'avez vu hier dans les courbes, les données d'étudiants en formation et d'étudiants entrant dans les différentes filières sont prises en compte dans ces outils pour déterminer les courbes prospectives de démographie des professionnels de santé. Cet outil peut être indexé selon la population et descendre à des niveaux très bas de la commune, de la zone de proximité, du département ou de la région. Cette analyse peut également se faire sur d'autres critères, par exemple les tranches d'âge des professionnels de santé, le sexe, etc. Donc on peut avoir une analyse assez fine de la démographie des professionnels de santé ainsi qu'un ratio par rapport à la population. Et vous l'avez vu, on le présente en nombre de patients par professionnel de santé et non pas en nombre de professionnels de santé pour 100 000 habitants. Ça change les choses puisque ça vous donne une idée de votre patientèle potentielle en tant que spécialiste ou en tant que généraliste installé dans une zone. Le deuxième outil, c'est l'outil ISPL. Il vous a été présenté ce matin, donc je ne vais pas en refaire une description très complète, simplement pour vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit des données d'activité de l'assurance maladie des professionnels de santé libéraux qui sont disponibles au niveau de l'Union régionale pour des analyses statistiques. Bien sûr, ces données sont anonymisées, mais on peut quand même en tirer certaines choses. On peut tirer des éléments, et je vous montre quelques exemples, et ce ne sont que quelques petits exemples. Par exemple, là, vous avez une carto, c'est pas l'Alsace, et c'est volontairement pas l'Alsace. Une carto qui vous présente sur des zones de proximité, et là c'est sur des départements, mais on peut descendre dans des zones de proximité, la densité des professionnels médicaux par tranche d'âge. Ça reprend un peu Carto Santé. La différence, c'est qu'on peut aller pour toutes les spécialités qui existent, spécialité par spécialité. Cette analyse peut également s'adresser aux pathologies et aux patients. Et là, on voit une carte qui vous paraît un peu brouillon comme ça, mais qui donne l'attractivité des ophtalmos, me semble-t-il. Alors oui, je crois que c'est les ophtalmos du Poitou-Charentes, avec les lieux d'où proviennent les patients qui consultent ces ophtalmos-là. Alors bien sûr, sur une carte de France, et je l'ai pris volontairement là, ça a peu d'intérêt. Maintenant, quand on descend à des zones beaucoup plus précises et beaucoup plus petites, on peut en tirer des informations sur l'éventuelle implantation dans une zone approchante ou à distance de cette attractivité qui existe et d'un flux qui pourrait être déplacé pour une spécialité quelconque. Et puis, non, mais l'avant-dernier exemple, c'est les types de pathologies dans une zone qui sont prises en charge. Là, en l'occurrence, c'est les types d'ALD. Ça, c'est très intéressant et pour les spécialistes en particulier, parce que c'est clair qu'il est plus intéressant d'aller s'installer en tant que cardiologue dans une zone où la prévalence des pathologies cardiovasculaires est importante, des ALD cardiovasculaires est importante, que dans une zone où il n'y en a pas. Et pour terminer, on va dans des données chiffrées et dans des données financières. Je vous ai dit, c'est les données d'activité, c'est les données d'argent. C'est qu'est-ce que produisent les médecins en termes d'argent, qu'est-ce qu'ils font comme acte, qu'est-ce qu'ils gagnent. Et là, vous avez la liste des professionnels, c'est l'Île-de-France, c'est l'ophtalmo, avec le montant de liquidation des chiffres d'affaires professionnels par professionnel. Bien sûr, c'est anonyme, mais ça vous donne quand même une idée de ce qui se passe dans la région que l'on étudie et savoir quel est le chiffre d'affaires annuel en honoraire assurance maladie des différentes spécialités ou médecins généralistes d'une zone en question et de pouvoir analyser la pertinence ou non d'une installation dans cette zone-là, également sur des éléments chiffrés de
gain d'activité. Voilà, et j'arrêterai là. Merci. Oui, merci beaucoup Frédéric. C'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre, hein. On a quand même besoin, quand on est jeune, futur installé, de savoir quels seront nos revenus. Hein. Et ça, on l'entend bien. C'est malgré tout, au-delà d'un choix, évidemment, de passion, vous avez choisi un beau métier, etc., mais il faut pouvoir en vivre. Donc ça, on l'a bien compris. Et donc, les unions régionales des médecins libéraux sont à votre disposition en cas de demande. Voilà, n'hésitez pas, surtout, c'est un outil qui est intéressant pour vous. Et on va parler... Voilà. Ce n'est pas disponible en ligne, mais vous pouvez éventuellement vous adresser à l'Union pour avoir des renseignements sur telle ou telle spécialité, sur tel ou tel territoire. Voilà. Autre point important, je crois, qui a été assez demandé et dont on a compris que les jeunes étaient mal informés, ce sont les fameuses aides conventionnelles. Et là, je repasse la parole à Madame Lacroix qui va nous parler de ces aides. Voilà. Donc en fait, une des principales mesures de la Convention nationale des médecins libéraux du 26 juillet 2011, c'est de conforter l'accès aux soins. Alors dans ce cadre-là, les partenaires conventionnels ont décidé, face aux difficultés rencontrées, comme l'a dit Madame Moss précédemment, dans certaines zones qui sont déficitaires en médecins, deux options ont été créées dans cette Convention nationale. Tout d'abord, l'option démographique. Alors, cette option, elle a pour objet de vous inciter à vous installer dans les zones déficitaires et de soutenir également les médecins qui exercent déjà dans ces zones. Alors, cette option, elle est ouverte à tous les médecins conventionnés. Donc, le premier critère, c'est être conventionné avec l'assurance maladie, que vous exerciez en secteur 1 ou en secteur 2. Alors, pour les secteurs 2, il faut s'engager à pratiquer les honoraires opposables pour les actes qui sont réalisés au sein de la zone déficitaire. Il faut s'installer dans la zone, ça semble évident, ou être déjà installé, ou alors à proximité immédiate de la zone. Enfin, la dernière condition, c'est exercer en groupe ou en pôle de santé. Voilà les conditions pour cette aide. Alors, le praticien s'engage, bien entendu, à ne pas cesser son activité pendant la durée de l'option, qui est de 3 années. Il doit exercer plus des 2/3 de son activité au sein de la zone et il s'engage également à assurer la permanence et la continuité des soins. Bon, tout ça semble logique quand on parle d'une zone déjà déficitaire en médecins. Alors, en contrepartie, les aides. Alors, 2 aides pour cette option. Une première aide à l'activité qui est versée par l'assurance maladie. Donc, vous le voyez, elle correspond à 10% de l'activité en C+V qui est réalisée dans la zone prioritaire. Elle est assortie d'une seconde aide à l'investissement. Donc, vous voyez, de 5 000 € pour le médecin qui exerce en groupe et de 2 500 € par an pour le médecin qui exerce en pôle. La seconde aide, option prévue par la Convention, c'est l'option santé solidarité territoriale. Alors cette option-là, elle a pour objet de permettre aux médecins, Monsieur Baran en a parlé précédemment, qui sont situés à proximité d'une zone, de venir aider, prêter main forte aux médecins qui sont installés dans la zone. Par exemple, quand ils souhaitent prendre des congés. Voilà, c'est le premier exemple qui vient à l'esprit. Donc elle est ouverte, comme la précédente aide, à l'ensemble des médecins, secteur 1, secteur 2, toujours dans ce cas-là qui s'engagent à pratiquer les tarifs opposables lorsqu'ils exercent au sein de la zone. Et l'engagement du médecin est d'exercer au minimum 28 jours par an au sein de cette zone. Alors bien entendu, pendant qu'il réalise ses vacations, il peut, lui, se faire remplacer au sein de son cabinet principal. En contrepartie, alors l'aide qui est versée, c'est une aide à l'activité qui est toujours de 10% de l'activité en C+V réalisée dans la zone déficitaire. Une majoration. Voilà. Consultation, pardon, c'est le jargon, c'est vrai. C, c'est les consultations, et V, c'est les visites. Voilà. Donc on prend, c'est l'activité principale d'un médecin, notamment les médecins généralistes. Et donc, on regarde tout ce qui a été fait, remboursé par l'assurance maladie en C+V et on majore de 10%. De 10%. Merci beaucoup, Madame Lacroix. Nous allons redonner la parole à Madame Moss, qui va nous parler d'autres types d'aides. D'autres types d'aides, effectivement. D'aide à l'installation. Ouais, je voulais juste rebondir sur ce que vous aviez dit. Donc, les aides conventionnelles, elles sont valables dans les zones rouges dans la carte que je vous ai montrée pour la médecine générale.
Voilà. Donc, et juste aussi rebondir sur ce que disait Monsieur Barran sur la com. C'est vrai qu'on a conscience qu'il y a une grosse marge d'amélioration. Je crois qu'on commence un petit peu à s'améliorer, mais effectivement, il y a encore une marge de progrès. Donc voilà, moi, les aides à l'installation de l'ARS, en fait, il y a une aide qui est très importante, selon moi, c'est la mise en place d'un référent installation unique au sein de toutes les agences, donc un par région. Donc pour l'Alsace, c'est moi. Donc dès que j'ai l'occasion, je le dis, je le répète, je le martèle. Après, pour moi, le référent installation, il ne doit pas avoir réponse à tout. Par contre, ça doit être un facilitateur. C'est vraiment l'idée, c'est de faire circuler de l'information, que je sois en capacité de vous orienter vers les bonnes personnes. Pour moi, la valeur ajoutée, c'est vraiment faire le lien potentiellement avec votre futur lieu d'exercice, avec les élus, avec les professionnels de santé qui sont installés. Voilà, je peux être vraiment la personne qui vous met en relation avec les personnes sur place où vous pourriez vous installer. Donc ça, c'est une première démarche. Sinon, il y a une aide très pratico-pratique qui a été mise en place, qui est assez récente. Je pense que vous avez dû commencer à en entendre parler, puisque par voie de presse, il y a eu pas mal d'articles à ce sujet. C'est le contrat de praticien territorial en médecine générale, le PTMG. Donc ça c'est un contrat qui est signé entre l'ARS et le jeune installé, ou l'installé depuis moins d'1 an dans nos zones. Donc sur la carte, c'est les zones rouges et les zones vertes. Et donc là, ça consiste à vous garantir un salaire pendant 2 ans maximum. Donc en fait, ça s'équivaut à du salariat pour une installation en libéral, mais ça, pendant 2 ans, c'est un filet de sécurité. Et donc, on va vous verser éventuellement un complément de rémunération pour que vous arriviez à un plafond de 6 900 € bruts par mois. Donc ce contrat, il est proposé depuis l'année dernière. On a déjà 6 signataires en Alsace. On a encore 2 contrats à proposer pour cette année. Donc s'il y a des preneurs, venez me voir après l'atelier. Je fais ma pub aussi. Donc c'est vrai que finalement ce contrat il attire pas forcément pour le complément de rémunération, parce que si on s'installe dans une zone où il y a une forte attente de la population, on peut imaginer, et ça se vérifie, que vous arriviez très vite au plafond de 6 900 €, donc on va pas forcément vous verser un complément de salaire. Par contre, ce qui est avantageux dans ce contrat, c'est les mesures de protection sociale. Donc on va verser un forfait en cas de congé maternité et congé maladie. Donc c'est ça qui est plutôt attractif dans ce contrat, et c'est pour ça qu'on a pas mal de femmes en fait qui signent le contrat. Il faut savoir aussi que ce contrat est peut-être amené à évoluer. C'est inscrit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. C'est que le contrat soit ouvert à d'autres spécialistes hors médecine générale. Donc ça serait d'autant plus intéressant pour nous, puisqu'on envisage d'ouvrir le zonage, comme je vous le disais, pour les 4 spécialistes du premier cours. Ils pourraient avoir droit à bénéficier d'un contrat qui s'appellerait pour le coup praticien territorial de médecine ambulatoire. La dernière info que je voulais vous passer, c'est le fait que dans toutes les régions, il y a une plateforme d'appui aux professionnels de santé. Alors oui, PAPS, je voulais y venir. PAPS Vous Alsace. avez maintenant choisi votre lieu, votre mode d'exercice. Alors on passe aux formalités d'installation et d'aide qui vont vous aider. Alors la plateforme d'appui, elle relaie aussi de l'information pour des jeunes qui sont encore en cours de formation. On essaye aussi pour des jeunes qui veulent faire du remplacement. Donc on se veut assez large en fait. Il y a un onglet spécifique sur les aides. Donc les aides qui ont été présentées par Madame Lacroix, les aides que je viens de vous présenter, elles sont sur cette plateforme, et mes coordonnées aussi. Donc allez-y, elle est mise à jour régulièrement. J'ai prévu d'ouvrir un espace annonce avec des annonces, pourquoi pas de remplacement. Je ferai le lien de toute façon vers les sites de remplacement existants. Des annonces aussi pour des personnes qui envisagent de partir en retraite et qui cherchent à reprendre, avoir quelqu'un qui reprenne leur cabinet. Voilà, et je voulais juste donner une info parce que voilà, je ne savais pas si le docteur Trzyniewski allait le faire. Il y a une étude qui a été menée avec l'URMLA sur identifier où sont les cabinets de groupe en fait dans notre région. Donc ça c'est en cours, ça va être finalisé. À terme, l'ARS fera une cartographie des cabinets de groupe. Donc pour vous, ça pourrait être vraiment intéressant de savoir, surtout si vous envisagez un exercice non pas seul, mais en association. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et donc nous allons parler d'un dernier outil
qui sera à votre disposition lorsque vous commencerez vos démarches administratives. Et Dieu sait si elles font peur et sont source d'angoisse chez beaucoup de futurs installés. Donc je laisse la parole à Madame Lacroix pour nous parler du guichet unique. Voilà, donc une fois que vous savez où vous allez vous installer, effectivement, il y a un certain nombre de démarches à réaliser. Donc le guichet unique, c'est une offre de service proposée par l'assurance maladie aux médecins, à l'ensemble des médecins qui s'installent, que ce soit une installation en libéral ou qui démarre une activité de remplacement. Ce guichet est pour vocation de vous faciliter les démarches administratives. Alors, il s'agit d'un rendez-vous qu'on appelle rendez-vous d'installation. Alors, le rendez-vous pour le Bas-Rhin, il a lieu dans les locaux du Conseil départemental de l'Ordre, à la Méno à Strasbourg. Et lors de cet entretien, un conseiller de l'assurance maladie va instruire avec vous votre dossier d'installation. Donc, il va regarder les pièces justificatives qui vous auront bien entendu été demandées au préalable, dès la première prise de contact. Il vous présente aussi la convention nationale et, le cas échéant, les options si vous vous installez dans une des zones définies prioritaires, dans une des zones rouges qu'on a vues tout à l'heure. Il effectue avec vous les formalités pour votre protection sociale et également tout ce qui est affiliation URSSAF. Vous pouvez, à ce moment-là, le conseiller assurance maladie peut vous éviter d'aller à l'URSSAF. On a accès à leurs outils, aux outils de l'URSSAF, et on va vous inscrire à l'URSSAF au cours de cet entretien. Voilà. Alors ensuite, il y a une seconde phase lors de ces entretiens où là, c'est un conseiller informatique service de la caisse primaire qui intervient et qui là vous propose aussi d'autres outils pratico-pratiques et même maintenant indispensables, à savoir comment utiliser sa carte professionnelle de santé et l'ensemble des téléservices à disposition actuellement, comme l'avis d'arrêt de travail en ligne, le protocole de soins ALD et j'en passe. Il peut aussi vous accompagner dans tout ce qui est démarche d'informatisation si vous n'avez pas encore commencé les démarches. Voilà. Alors, bien entendu, on ne peut pas vous conseiller un logiciel ou un outil. Ça, on n'a pas le droit. Par contre, on peut vous aider au moment à faire des tests, à vérifier si les feuilles de soins électroniques passent bien avec la caisse, etc. Vous accompagner pour traiter vos rejets. Tout ça, bien entendu, c'est tout à fait possible. Ensuite, une fois que vous êtes installé, tout au long de votre activité, différents corps de métier de l'assurance maladie vous accompagneront, viendront vous rencontrer, comme les délégués de l'assurance maladie ou les médecins conseils, par exemple. Et là, vous avez affiché les 2 numéros pour prendre rendez-vous. Alors, comme je le disais, soit parce que vous vous installez, soit parce que vous souhaitez démarrer une activité de remplacement. Donc, vous avez le numéro pour le Bas-Rhin, pour le Haut-Rhin, avec pour le Bas-Rhin une adresse mail. Voilà, on vous répond très rapidement et on vous recontacte. Alors si vous nous laissez votre mail, on vous recontacte par mail ou par téléphone. Et à ce moment-là, on vous explique tout sur l'entretien, les différentes pièces, tout ce qu'il faudra fournir le jour du rendez-vous dans les locaux de l'Ordre. Merci infiniment. Je crois que là, on a vraiment eu le panel de tout ce qu'il existe, même si au plan de la communication, peut-être que ça pêche encore un peu, mais que je pense que les partenaires vont y travailler, puisque manifestement, il y a un manque d'informations parmi les jeunes. Et puis, ces assises sont là pour ça aussi, puisque les infos, vous les avez quand même aujourd'hui. Donc, voilà, on est là pour ça. Alors, je crois que maintenant qu'on a fait le tour sur tous ces outils qui sont à votre disposition, eh bien, je laisserai une parole conclusive à Lionel Barran, qui va nous donner son sentiment finalement de futur installé. Merci. Donc oui, des interrogations, ça c'est clair. Ça concerne toutes les spécialités, puisqu'on va tous travailler ensemble. J'ai envie de dire même la bio, ça la concerne. Quid de la place de la gynécomède? Il y a des zones où c'est pour les pédiatres un tout petit peu compliqué. Ils n'arrivent pas à trouver de remplaçants. Donc c'est clair qu'il y a des souffrances un peu partout. Est-ce que ça répond aux attentes? Partiellement. Maintenant, faut que ça prenne faut que ça monte en puissance, notamment le PTMG par exemple, le futur PTMA, donc pour le médecin ambulatoire, quel que soit sa spé. Donc oui, il y a des choses à faire. Le guichet unique,
dans le 68, pour l'instant, ça n'a pas été mis en place alors que c'est la zone dont on a vu il y a eu plus de souffrance. Donc là aussi, il y a une marge de progression. Donc voilà, donc ça répond peut-être partiellement à nos attentes, mais il va falloir qu'on y travaille encore. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions, vu que c'est un débat ouvert? Alors, avant les questions, on va peut-être donner la parole à Vincent Imbert, qui, lui, pour le coup, a vécu ce parcours qui est parfois perçu comme un parcours du combattant, puisqu'il est installé depuis précisément 15 jours. Voilà, donc, et jeune conseiller ordinal. Voilà, merci. Donc, je suis aussi... Oui, de toute façon, je ne vais pas parler de moi, je répondrai plutôt aux questions. Je suis aussi là en tant que conseiller ordinal. Hein. Je précise juste que je vais juste faire une petite intro. Comment on devient conseiller ordinal, c'est simple. Tous les médecins inscrits votent lors d'élections. N'importe quel médecin inscrit peut se présenter. Et ceux qui arrivent en tête des élections sont élus. Voilà, donc on n'est pas parachuté. Voilà, c'est comme ça qu'on devient conseiller ordinal. Mon expérience d'installation, je ne vais pas trop en parler énormément parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est que vous puissiez poser les questions que vous posez, parce que moi, je suis installé, mais vous voulez peut-être vous installer et vous avez peut-être des questions par rapport à ça, et c'est quand même l'objet de cette réunion. Mais il est évident que c'est vous avez vu, tout un carcan administratif. Ça reste quand même néanmoins compliqué. Malgré le fait que chaque administration, chaque institution met de la bonne volonté, on reste un peu dans le mal français à cumuler les choses, devoir cumuler les rendez-vous, devoir cumuler les compétences, devoir cumuler les avis pour mener à bien son installation. Malgré tout, c'est possible et je dirais il faut aller au bout de la démarche, puisque pour moi, depuis 15 jours, c'est le réel bonheur. Voilà. Puisque j'ai remplacé avant pendant 7 ans, je ne vous dis pas depuis le temps que j'attends ce moment-là, je suis aujourd'hui un médecin comblé, bien installé. Voilà. Donc, j'aimerais donner un message d'espoir. C'est difficile, mais il faut aller au bout, et c'est quand on est au bout qu'on ne regrette pas d'avoir fait toutes ces démarches-là. Voilà. Et je maintiens que personne n'est responsable de cette complexité administrative, puisque quand vous contactez les divers intervenants, on ne peut pas nier que chacun met de la bonne volonté dans la mesure où il peut en mettre. Voilà. Donc, mais quelqu'un qui a une compétence ARS, assurance maladie, il ne pourra pas forcément avoir l'autre compétence. D'où l'intérêt également du Conseil de l'ordre des médecins. Je vous incite à y aller, à demander, si ça vous intéresse, à rencontrer un conseiller avant votre installation, parce que l'avantage de cette institution, c'est que c'est les médecins pour les médecins, et c'est qu'on va quand même avoir une vision globale des choses. Il y a des conseillers divers, il y a des jeunes comme moi, il y a des plus âgés, et on va peut-être pouvoir essayer d'appréhender toutes les phases, toutes les choses auxquelles vous devez penser, auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé avant votre installation. Et à ce moment-là, essayez de vous dire, tiens, sur ce point du contrat d'association, et il faut encore approfondir. Avec l'assurance maladie, là, il faut y aller. À la risque, il faut y aller. Ou alors, c'est bon, tout est en place. Parce que vous verrez, c'est tellement complexe que pour penser à tout, je pense que c'est difficile. Donc, je vous donne aussi un troisième outil. Venez à l'ordre, téléphonez à l'ordre, demandez à aller voir un conseiller, quelle que soit votre raison, de toute façon, vous serez toujours accueillis, hein, même si vous vouliez pour discuter, pour juste voir ce que c'est, il n'y a pas de souci. Et on aura peut-être l'intérêt d'avoir cette vision globale et à ce moment-là de vous orienter en disant, voilà, il faut encore aller là, il faut encore aller là, votre contrat est bien fait, il n'est pas bien fait. Voilà. Merci Vincent. Je suis désolée d'être un petit peu autoritaire. Mais bon, alors là, pour le coup, on attend vraiment quelques questions. On n'a malheureusement pas énormément de temps, mais je suis persuadée qu'il y a l'une ou l'autre, ou l'un d'entre vous, qui peut poser une question. À moins qu'on ait vraiment répondu à toutes vos interrogations. Et là, on a vraiment réussi le challenge.
Pardon ? Non, non. Oui, effectivement, la première aide, elle s'adresse qu'aux médecins qui exercent en groupe ou en pôle de santé. Et des pôles, voilà. Les partenaires conventionnels l'ont souhaité comme ça. C'est pareil sur tout le territoire français. C'est les négociations entre vos représentants syndicaux et l'assurance maladie. Voilà. Alors, c'est possible aussi que ça évolue, hein, tout comme le contrat PTMG évolue, il est possible. C'est toujours possible. Un avenant à la convention est toujours possible. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est que les médecins qui exercent en pôle ou en maison de santé. Je rappelle pour peut-être préciser cette réponse que des négociations conventionnelles, c'est trouver le plus petit commun dénominateur pour arriver à un accord. Donc c'est rarement parfait. Mais ça peut évoluer effectivement. Oui. Oui, tout à fait, c'est ce que je... Si, c'est ça. En fait, c'est soit quand vous faites des remplacements, mais ce n'est pas obligatoirement après 30 jours, hein, c'est quand vous allez commencer les remplacements, on peut vous recevoir à ce moment-là, ou alors on vous reçoit également quand vous installez votre cabinet. Et effectivement, là, on peut faire les démarches URSSAF pour vous, enfin avec vous, mais sans que vous vous rendiez à l'URSSAF. Oui, c'est ça, c'est le rendez-vous dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a lieu dans les locaux de l'ordre, dans le bar. Pardon ? C'était juste si on peut revenir. Alors, je vous rassurer, tous les diaporamas seront sur le site de l'Union des médecins. Donc vous pourrez les télécharger, vous aurez toutes les coordonnées au lieu de les noter avec des erreurs sur les sites internet. Et il y aura les liens, vous pourrez cliquer dessus, c'est automatique. Ils seront demain, début novembre, sur le site de l'Union, téléchargeable. Alors, juste une précision, il faut aussi vous y prendre, je dirais, un mois avant l'installation, parce que des fois, nous avons des médecins qui nous disent qu'ils commencent demain. Nous, le rendez-vous, c'est pas le souci, c'est par rapport aux formalités administratives, le temps que vous soyez enregistré dans les diverses bases, que vous ayez un numéro professionnel de santé, que vous ayez votre CPS. Voilà, un mois avant, c'est le bon timing. Alors, on va être obligé de mettre fin. Sachez qu'on est là au moment du buffet, qu'on est à votre disposition, à la CEPAM, à l'ARS, aux unions, à l'ordre, mais ça introduit juste une toute petite question conclusive de Lionel Baran, justement. Quand on a un projet d'installation, qui on doit voir en premier et combien de temps avant ? Qui ? Alors ça dépend. Quelle institution si et vous avez déjà avant choisi le lieu, c'est soit l'ARS, si c'est une zone déficitaire notamment, parce qu'ils vous expliqueront toutes les aides, ce qu'a dit Madame Mauss. Si vous savez déjà où vous vous installez dans une autre zone, c'est la caisse primaire. Dans un délai, comme je l'ai dit, un mois avant minimum, c'est très bien. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Et nous sommes à votre disposition.